2 à 3 degrés de plus d'ici la fin du siècle, ce sont les prévisions notamment de Météo France pour le territoire français. Un réchauffement climatique qui va quelque peu modifier le visage de nos forêts, une transformation de la végétation qui se fera sur le long terme, mais dont on voit déjà les prémices, comme ici en forêt de Loches, un domaine constitué principalement de chênes. Donc là on arrive à côté d'un arbre qui est au stade extrême, c'est-à-dire qu'il a perdu complètement son feuillage, d'un chêne pédonculé. Le chêne pédonculé, une espèce de chêne menacée dans notre région et qui va progressivement laisser sa place à son cousin, déjà majoritaire ici, le chêne Sicile. C'est une des essences effectivement qui sont fragilisées parce que par manque déjà stress hydrique, donc manque d'eau à certaines périodes de l'année, et puis aussi donc des fortes chaleurs qui détruisent leur système foliaire. Une faune menacée par les aléas climatiques que l'on annonce plus fréquents à moyen terme. C'est dans ce contexte que la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, a présenté ce matin un plan national d'adaptation au changement climatique. Un plan qui contient un volet forêt. Objectif, diversifier les ressources génétiques des essences d'arbres et aider les travailleurs forestiers à assurer la transition. Ce sont des pratiques qu'on a déjà depuis très longtemps, depuis 15 ans, 20 ans, par des consignes notamment de dynamisation de la sylviculture, c'est-à-dire éviter d'avoir des peuplements trop serrés, de façon que les arbres aient de la place pour pousser, pour s'alimenter dans le sol et respirer, etc. Également dans ce plan, des actions dans le domaine de l'eau, de la santé ou de l'aménagement du territoire. Au total, 230 mesures ou recommandations à mettre en œuvre dès 2015. Le plan prévoit par exemple de réduire de 20% la consommation d'eau ou de mettre en place de nouvelles normes pour les infrastructures. Un budget de 171 millions d'euros y sera consacré, auquel s'ajoutent 391 millions au titre des investissements d'avenir. C'est un chantier très original qui se déroule jusqu'au 29 juillet sur le site de l'ancien lavoir de Ménard dans le Loir-et-Cher. Un chantier solidaire pour aider 8 personnes en grande difficulté sociale à lutter contre l'isolement et se réinsérer. 8 personnes suivies depuis longtemps par le dispositif Blois Solidarité qui ont l'occasion de mettre la main à la pâte et pas seulement. Pour nous, le chantier, c'est pas seulement l'aspect technique du lavoir, c'est aussi la vie ensemble, la préparation des repas, les rythmes de la vie quotidienne, parce que vous savez comme moi que les gens en précarité ont souvent un rapport au quotidien qui est pas toujours évident. Et puis la préparation des loisirs, puisqu'en gros c'est travail le matin, loisirs l'après-midi. La plus-value de ce chantier, pas comme les autres, c'est qu'il accueille en même temps des jeunes volontaires internationaux venus de Corée, République tchèque, Turquie et Mexique, grâce à la participation des compagnons bâtisseurs. Et ce qui ne paraît pas évident sur le papier se passe le plus naturellement du monde. Il y a une magie qui s'est opérée dès le début, un contact entre le groupe où la communication n'est pas toujours évidente puisque les internationaux parlent beaucoup anglais, mais un échange qui a commencé déjà par les gestes, beaucoup par les gestes et après énormément par la parole, ce qui fait que maintenant ils commencent à parler un tout petit peu anglais. Et ils ne partagent pas que le chantier. La mixité intergénérationnelle s'opère 24 heures sur 24. Grâce à l'implication de la commune de Ménard, ils mangent, dorment et construisent leurs loisirs ensemble. En seulement 3 jours, l'esprit de groupe s'est bel et bien ancré. Sourire, ça fait du bien, on sait, on nous dit toujours, vous ne souriez jamais assez. Et oui, sourire parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va sortir une sauterie, une bêtise, qui va sortir une blague. Donc même lorsqu'on crée, par exemple, on a monté nos propres douches à plusieurs têtes, on arrive à monter des choses super bien faites. Puisque bon, à 2 ou 3, 4 penseurs, c'est toujours mieux que 1. Je me sens vraiment très bien à travailler ici avec mes amis internationaux, mais aussi évidemment avec mes amis français, vous voyez. Donc c'est vraiment très plaisant. Et oui, je suis très heureux d'être ici. Dans 9 jours, l'ensemble des stagiaires célébrera la fin de ce chantier innovant. Des souvenirs plein la tête et le cœur, et la fierté d'avoir rendu son âme à ce lavoir du XVIIIe siècle, laissé à l'abandon.
Après Jérémy Roy, c'est au tour de Jonathan Hiver de se montrer sur le Tour de France. Lors de la 17e étape, le Tourangeau faisait partie de l'échappée de 11 coureurs partis au 58e kilomètre. Le coureur de la Sorce, Jason, a pris de gros risques dans la dernière descente en Italie pour aller chercher la victoire. Mais ces 2 sorties de route le privent d'un premier succès sur le Tour. Jonathan Hiver termine à la 9e place de cette étape de 179 km entre Gap et Pinerolo. En 1839, ce sont les balbutiements de la photographie. Ici, au château de Tours, on a voulu raconter comment est née la photo, mais aussi de quelle façon elle a évolué. Des amateurs qui se réunissent pour faire de la photographie, voilà comment tout a commencé pour cet art. Mais à l'époque, le matériel engage des frais très importants, ce qui concourt à faire de la photo amateur un club très fermé. Si la photographie, on dit généralement qu'elle se démocratise à la fin du 19e siècle, au début du 20e, je pense qu'il faut garder en tête l'idée qu'on reste quand même dans le cercle très fermé de l'érudit, voire de l'élite, qui pouvait se permettre d'obtenir ces différents appareils photographiques. Dans les années 1900, la photo reste un loisir, un plaisir à partager dans le monde de la bourgeoisie. En 1903, la couleur fait son entrée. Ce sont les frères Lumière qui développent cette technique. C'est à ce moment précis de l'histoire que la photo devient aussi l'apanage de techniciens performants. On acquiert une fascination, bien évidemment aussi, pour pouvoir représenter et capter le réel. Donc ça donne encore plus de puissance et d'impact, évidemment, à la photographie. La photo devient alors un pouvoir, celui de témoigner d'une réalité. La vie parisienne est à présent captée et archivée par des photographes. Ce sont alors de véritables chroniques du 19e siècle qui sont mises en relief. Pourtant, aujourd'hui, la photo semble avoir connu son âge d'or. À l'heure actuelle, où il y a un renouveau, un regain d'intérêt pour le fisheye, pour des photographies qui ont un effet un petit peu plus vieilli comme ça, qui va avec aussi une mode. Je pense que la photographie, effectivement, continue d'évoluer. Techniquement, je pense qu'on a aussi atteint un summum dans tout ce qu'on fait généralement, mais ça reste une nouvelle technologie, oui. La photographie, un art qui n'aura pas vieilli, tantôt pour informer, divertir ou exprimer un point de vue, la photo reste avant tout un outil artistique indéniable.